Voilà, donc je veux parler de la fonctorialité de Langlands, du principe de fonctorialité de Langlands, envisagé d'un point de vue équivalent, comme je vais l'expliquer, le point de vue de ce que j'appelle transformation de Fourier non linéaire et formule de Poisson non linéaire associée. Donc c'est un point de vue qui en fait a été envisagé déjà dans la littérature, dans un article de Braverman et Kashdan il y a une douzaine d'années, et je crois savoir par différents échos que en fait il en était question dans certains milieux de mathématiciens depuis bien avant. Donc, en particulier, je me souviens d'avoir entendu Gromov dire que déjà dans les années 80, dans les couloirs des universités russes, il avait entendu ça. J'ai entendu également Christophe Soulet dire que quand il était élève de Godement, Godement en parlait. Et enfin, je sais que dans les années 60, André Weil avait donné un cours à l'IHES dont il ne reste que le titre, mais le titre c'était groupe classique et formule de Poisson. Je ne sais pas s'il s'agissait de la même chose ou de quelque chose de différent, j'avoue que je ne sais pas. Voilà. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est ce que j'ai annoncé ici, expliquer quelles sont les propriétés attendues des transformations de Fourier non linéaires. Je vais expliquer d'abord de quoi il s'agit et quelles sont leurs propriétés attendues. La semaine suivante, j'examinerai le cas de la fonctorialité entre tores, c'est-à-dire la fonctorialité abélienne, qui évidemment est triviale, mais qui malgré tout mérite d'être examinée du point de vue des transformations de Fourier et des formules de Poisson. Et puis dans 2 semaines, je passerai au cas général, c'est-à-dire au cas non abélien, en faisant principalement des calculs pour GL2, c'est-à-dire GL2 et ses représentations irréductibles qui sont les puissances symétriques. Alors je dis tout de suite qu'il se peut que 3 séances ne me suffisent pas. Donc si jamais le jeudi 3 juillet je n'ai pas terminé ce que je voudrais expliquer, éventuellement je dirais peut-être qu'on fera une quatrième, et s'il reste des auditeurs, je dirais peut-être que il y aura une 4e séance le mardi 8 juillet, juste avant le début de l'école d'été de théorie analytique des nombres. Enfin, on verra. Hein, donc pour le moment, ce n'est pas du tout sûr. Voilà. La deuxième chose, c'est que en fait, le cours que je vais faire sera à partir d'un certain moment un peu en pointillé, c'est-à-dire je vais parler d'un certain nombre de choses, mais où je n'ai pas eu le temps de faire toutes les vérifications que je voudrais, donc principalement des vérifications comme quoi un certain nombre d'intégrales convergent bien. Hein, donc le directeur de l'IHES veut qu'on fasse un cours, donc je fais un cours. Mais voilà, enfin je dirais ce qui est démontré, hein, et puis ce qui demande une vérification plus précise, donc principalement de propriétés de convergence. Voilà. Alors, donc la situation, ce que je vais regarder, c'est le cas où, donc j'introduis d'abord des notations. Donc f est un corps global. Hein, donc un corps de fonction ou un corps de nombre, je vais traiter simultanément les deux. Je note toujours f entre barres l'ensemble des places de f, hein, donc les places ultramétriques, et puis éventuellement archimédiennes si f est un corps de nombre. Pour toute telle place qui est ultramétrique, pour les places ultramétriques, donc je veux introduire des notations. Donc OX, l'anneau des entiers de la complétion f indice x désignera toujours la complétion.
Donc pi indice x, une uniformisante. Qx, le cardinal du quotient de O indice x par l'idéal maximal, engendré donc par l'uniformisante, enfin les notations classiques. Le Vx, donc la valuation, qui va de fx, c'est un homomorphisme, qui va de fx fois dans z. Voilà, donc j'utiliserai ces notations. Bien sûr, on regardera aussi l'anneau des Adèle, qui est le produit restreint des complétions fx sur toutes les places. Et on choisit une fois pour toutes un caractère non trivial, donc un caractère additif, continu, donc nécessairement unitaire, puisque ce quotient est compact, et non trivial. Hein, et bien sûr, ce caractère, il a des composantes. Hein, il s'écrit comme un produit sur toutes les places de caractères locaux psi-x. Les psi-x sont des caractères continus unitaires des fx. Hein, voilà. Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont choisies une fois pour toutes. Alors, maintenant, on sait de manière générale qu'une fois qu'on a choisi en chaque place ce caractère psi-x, il y a une certaine mesure additive associée qui s'appelle la mesure autoduale DAX. Hein, c'est-à-dire c'est la mesure pour laquelle la transformation de Fourier est une involution en signe près. Hein, ça détermine uniquement la mesure en question. On a d'autre part que fx fois agit sur les mesures additives par un caractère qui va de fx fois dans r plus fois. Alors, ici, une propriété importante, c'est que donc ceci, dans le cas des places ultramétriques, on a que ceci, c'est simplement qx à la puissance moins fois la valuation, et en particulier, c'est une norme ultramétrique. Si fx est le corps des nombres réels, c'est la valeur absolue usuelle des réels. Et si ceci est les nombres complexes, donc attention, ce n'est pas le module, c'est le carré du module. Hein, donc ce n'est pas une norme, c'est le carré d'une norme. Voilà, donc ça c'est les objets dont on va se servir. Alors ensuite, bien sûr, on va considérer G, un groupe réductif sur F qu'on va supposer quasi déployé. Donc, il est muni d'une paire de Borel TB, donc T est un tore maximal, B est un sous-groupe de Borel contenant T, et tous deux sont définis sur F. Hein, c'est le sens de l'adjectif quasi déployé, l'existence d'une telle paire de Borel. Voilà, et donc ces choses-là sont données une fois pour toutes. Alors, choisis le Borel opposé aussi. On n'a pas une fois qu'il y a le tore T, il y a un seul Borel opposé, le contenant T. Hein, donc alors, bien sûr, on s'intéresse aux sous-groupes paraboliques P. Alors, les sous-groupes paraboliques P qui contiennent le Borel. Hein, donc, on les appelle standards. Et à chaque sous-groupe parabolique, on peut associer un sous-groupe de Lévy unique qui contient T. Hein, et ceci, en fait, définit une bijection entre les sous-groupes paraboliques standards et leurs images qu'on va appeler les sous-groupes de Lévy standards. Hein, voilà, donc quand on a un tel sous-groupe parabolique, bien sûr, il s'écrit comme un composé de son sous-groupe de Lévy et de son radical unipotent, hein, dans un sens ou dans l'autre. Voilà.
De quoi aura-t-on besoin encore? Du caractère modulaire. Donc le caractère modulaire, c'est un caractère de P qui est trivial sur le radical unipotent. Ceci, bien sûr, ce quotient est isomorphe à MP, donc c'est un caractère qui se factorise à travers MP, et voilà, un caractère multiplicatif, algébrique. Et le caractère modulaire, c'est donné par l'action sur la puissance extérieure maximale de l'algèbre de Lie de NP. L'action par conjugaison définit un caractère. Donc c'est l'action sur le lambda max de cet espace. Lambda, la puissance, la dimension de cet espace, qui donc est un espace de dimension 1, sur lequel le groupe nécessairement agit par un caractère. Voilà, c'est ce qu'on appelle le caractère modulaire. Alors, de quoi dispose-t-on encore? On dispose de G chapeau, donc le groupe dual de G, qui est un groupe réductif sur C. Bien sûr, lui aussi est muni d'une paire de Borel. Alors comme C est algébriquement clos, évidemment, un groupe réductif sur C, c'est nécessairement déployé. Alors ici, la propriété importante, c'est que T chapeau, ce tore maximal de G chapeau, est lui-même le dual du tore maximal T de... donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les caractères de T chapeau, donc c'est un réseau, c'est Z à une certaine puissance finie, s'identifient aux co-caractères du tore T, et les co-caractères de T chapeau s'identifient aux caractères de T. Donc ceci, c'est le sens de l'expression qui est employée ici, de dual du tore considéré. Voilà. Donc on a tout ça. Et puis, on va considérer le groupe réductif quasi déployé comme muni d'une structure supplémentaire que je vais noter det indice G. Donc, c'est un caractère de G qui généralise le déterminant du groupe linéaire habituel. Voilà, on suppose que G est muni d'un tel caractère. Alors, évidemment, se donner un tel caractère, c'est équivalent à se donner un co-caractère un co-caractère central de Z chapeau. Donc ici, vous avez le centre de Z chapeau qui est contenu dans T chapeau, qui est contenu dans G chapeau. Et donc, se donner un caractère de G, c'est la même chose que de se donner un co-caractère central. Alors, vous supposez que ce caractère de G est fixé est défini sur F. Donc, ça veut dire que ceci est fixé par l'action du groupe de Galois de F. Une chose évidemment très importante que j'ai oublié de dire ici, c'est que le groupe de Galois de F agit naturellement sur G chapeau et avec toutes ces données. Donc, il agit sur T chapeau, il agit sur B chapeau, etc. Donc, cette action vient du fait qu'on a supposé que le groupe réductif G est défini sur F. Voilà, donc c'est la situation. Alors, maintenant on peut poser la définition qui est de ce qu'on appelle une représentation de transfert en suivant Langlands. Donc une représentation de transfert ρ, c'est quoi? C'est un morphisme un morphisme algébrique qui va de G chapeau, donc il s'agit de morphisme algébrique entre groupes complexes, groupe algébrique complexe. Alors on prend le produit semi-direct de G chapeau avec le groupe de Galois. Le groupe de Galois agit sur G chapeau, donc on peut former ce produit semi-direct
et on va vers le dual de GLR qui n'est autre que GLR de C. Hein, donc c'est une représentation de dimension R de ce groupe semi-direct, par définition. Mais on va demander que plusieurs propriétés soient vérifiées. Donc la première propriété qu'on demande, c'est que le composé du cocaractère dual du déterminant indice G, hein, donc c'est quelque chose qui va de C fois dans G chapeau, et de ρ. Donc ce composé, vous voyez que c'est un morphisme qui va de C chapeau dans GLR de C, et donc on suppose que ceci, c'est le cocaractère naturel, c'est simplement le cocaractère central de GLR de C. Hein? Donc si vous prenez pour G GLR, et pour ρ la représentation standard de GLR chapeau, bien sûr cette condition est satisfaite. Hein, et donc, si on a une représentation générale, on peut toujours lui ajouter à G chapeau le centre de GLR de C, puis ensuite définir G comme le dual de ce G chapeau élargi pour se retrouver dans cette situation. Hein, donc je dis, ce n'est pas du tout une restriction. Hein, donc ça, c'est la première propriété qu'on demande. La deuxième propriété qu'on va demander, c'est que ρ envoie le tore maximal de G chapeau dans le tore maximal de GLR de C, donc c'est simplement C fois la puissance R, hein, le tore diagonal. Donc cette restriction, en fait, on va la noter ρt. Hein, c'est la restriction de ρ. Bien sûr, quand vous prenez une représentation, quitte à la conjuguer, vous pouvez toujours vous ramener à cette situation. Et la fonctorialité est invariante par conjugaison. Donc, bien sûr, ce n'est pas du tout restrictif de supposer ça. Donc, à partir du moment où on a un homomorphisme qui vérifie ça, cet homomorphisme, c'est simplement une famille de caractères. Donc ces caractères, je les note ρt1, ρtr. Hein, ce sont les composantes de ρt. La troisième propriété que je demande, c'est que le noyau de l'homomorphisme ρt est trivial. Hein, autrement dit, on demande que ρt soit injectif. Hein, donc là encore, s'il y avait un noyau, on pourrait toujours diviser G chapeau par le noyau. Donc toutes les conditions que je mets ne sont pas restrictives. Hein. Enfin, il y a une quatrième condition qui comme ça paraît plus technique, mais qui elle non plus n'est pas restrictive, et c'est simplement l'occasion d'introduire des notations. Alors, quel que soit P, un sous-groupe parabolique standard de G, hein, quand je considère des sous-groupes paraboliques, c'est toujours des sous-groupes paraboliques standards. Il existe en fait un unique caractère de G que je note le déterminant indice P. Donc c'est un caractère de G qui dépend du sous-groupe parabolique. Alors, ce que je demande à ce caractère, c'est la propriété suivante. Je veux que le produit scalaire de ce caractère et de la composante ρti de ρt soit égal au produit scalaire de ρti avec le caractère modulaire que j'ai introduit ici. Hein, donc je demande cette condition. Alors attention, ce n'est pas pour tous les ρti, c'est pour tout ρti qui est le poids dominant d'un facteur irréductible de la représentation ρ restreinte
à G chapeau. Hein, j'oublie la partie galoisienne. Hein, donc j'ai une représentation, de G chapeau et je demande que les poids des facteurs irréductibles